Le rhumatisme et moi, un podcast de la Ligue suisse contre le rhumatisme. Bienvenue dans ce 19e épisode. Aujourd'hui, nous parlons de la pseudogoutte ou chondrocalcinose, ou plus précisément encore, de rhumatisme à pyrophosphate de calcium. Cette maladie, où des petits cristaux se forment dans les articulations, concerne entre 4 et 7% de la population adulte, donc 500 000 personnes en Suisse. Dans la plupart des cas, la maladie est asymptomatique, mais parfois, ces cristaux créent de l'inflammation et donc des douleurs. Nous en parlons aujourd'hui avec la rhumatologue Eva Benilouche. Bonne écoute. Bonjour Eva Benilouche, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord peut-être pour commencer ce podcast de vous présenter et puis nous dire un petit peu ce que vous faites en tant que rhumatologue ? Oui, bonjour. Alors, moi, je travaille comme rhumatologue actuellement à l'hôpital Riviera-Chablais à Rhénat. J'ai aussi travaillé quelques années auparavant dans le service de rhumatologie du CHUV ainsi qu'au RHNE à La Chaux-de-Fonds. Donc, j'ai une consultation variée, avec une prise en charge plutôt axée sur les maladies inflammatoires chroniques, mais également les pathologies microcristallines dont on va discuter juste après, et l'ostéoporose, qui font les grands thèmes de la consultation. J'ai notamment, dans le contexte des maladies microcristallines, eu la chance de participer à une étude européenne sur le rhumatisme à pyrophosphate de calcium, dont l'objectif était justement de développer un algorithme pour aider au diagnostic de cette maladie. Alors aujourd'hui, on va parler de pseudogoutte, de chondrocalcinose. Quel est le terme que vous utilisez pour parler de ça et qu'est-ce que c'est aussi ? Alors, le terme, c'est vrai que c'est très difficile puisque officiellement, maintenant, on devrait parler de rhumatisme à pyrophosphate de calcium. C'est le terme retenu sur le plan médical après avoir, pendant plusieurs années, des noms très différents puisqu'il n'y avait pas d'accord au niveau des différents pays, la communauté scientifique. C'est un terme pas forcément très simple à retenir pour les patients. Donc, on parle encore de chondrocalcinose, qui était le terme francophone utilisé jusqu'à présent, ou encore de pseudogoutte pour s'opposer au terme de goutte, dont on va aussi préciser les différences après. La chondrocalcinose, qu'est-ce que c'est dans les grandes lignes ? Dans les grandes lignes, ça fait partie des rhumatismes inflammatoires d'origine microcristallin, où notre système immunitaire va réagir et détruire des cristaux de pyrophosphate de calcium, en l'occurrence, qui se sont formés et déposés dans les différentes articulations. Donc il y a la pseudogoutte et la goutte. Comment est-ce qu'on différencie les deux ? Alors, ces deux maladies se ressemblent dans le fait que le corps va réagir à des cristaux. La réaction, les symptômes peuvent être similaires, mais l'origine de la maladie va être différente. C'est-à-dire que les cristaux à l'origine de la réaction vont être différents. C'est les cristaux d'urate de sodium dans la goutte, avec des facteurs de risque qui sont aussi différents, notamment la consommation d'alcool, de viande rouge, de jus de fruits et de soda sucré notamment. Alors que dans le rhumatisme à pyrophosphate de calcium, on parle de cristaux de pyrophosphate de calcium et on n'a pas du tout les mêmes facteurs de risque à l'origine de cette maladie. Et d'un point de vue médical, qu'est-ce qu'il se passe dans le corps ? Comment se forment les cristaux et où se logent-ils ? Alors, on n'a pas encore toutes les explications et l'origine du développement de ces cristaux. Alors, ces cristaux, ils se développent à cause des chondrocytes. C'est les cellules qui forment le cartilage qui vont créer du pyrophosphate qui va se lier au calcium et former des cristaux de pyrophosphate de calcium. Ils vont se déposer du coup dans les articulations et être parfois latents, asymptomatiques dans la grande majorité des cas. Et là, si on avait un de ces cristaux sous les yeux, à quoi est-ce qu'il ressemblerait ? Alors, c'est des cristaux qui sont assez reconnaissables, puisqu'on les analyse au microscope et c'est comme ça qu'on fait le diagnostic. C'est des cristaux qui sont de forme rectangulaire et qu'on appelle biréfringents à la lumière polarisée. Donc, au microscope, il y a une technique qui permet de changer avec un filtre la couleur. Donc, ils vont passer du bleu au jaune selon leur axe et ça permet de les identifier. Et pourquoi parfois est-ce qu'il provoque une inflammation ? Alors pareil, on n'a pas encore toutes les explications. Pourquoi tout d'un coup il y aura une crise ? Donc en fait, la forme asymptomatique, c'est près de 15% des patients à l'âge de 65 ans et près de 50% après 80 ans.
Donc la forme asymptomatique est la forme la plus fréquente et elle n'occasionnera aucun symptôme, aucune crise et il n'y a pas de prévention ni de traitement ou de mesures médicales spécifiques à faire. Il y a à peu près environ 4 à 7%, je crois, de patients qui vont avoir une forme symptomatiques qui vont se présenter sous forme de crise articulaire. Et chez ces patients, pourquoi tout d'un coup il y a une crise ? On n'a pas forcément toujours une explication évidente. Une des hypothèses, c'est qu'il y a une activation du système immunitaire qui va réagir contre ces cristaux pour les détruire, comme si c'était un corps étranger, un virus, une bactérie, et faire des symptômes assez similaires. Et quelles sont les articulations qui sont les plus touchées par la maladie ? Alors, probablement que ça peut toucher toutes les articulations du corps. On a quand même des articulations plus touchées que d'autres. C'est souvent les genoux, les poignets, les épaules, mais on retrouve aussi des crises au niveau des chevilles, du pied, notamment de l'hallux. Et là, il peut y avoir un doute avec la goutte, parce que c'est aussi une articulation fortement touchée dans la goutte, ou les mains également. Il peut y aussi y avoir une atteinte au niveau de la colonne cervicale, et ça peut vraiment mimer des torticolis, voire des tableaux de méningite, et c'est le grand diagnostic différentiel, et parfois on peut se faire avoir. Dans cette maladie, à quelle fréquence est-ce qu'elles apparaissent les douleurs ? Alors, la principale forme est la forme aiguë. C'est une crise qui va apparaître en quelques heures, assez rapidement, et qui va souvent disparaître en quelques jours à quelques semaines, avec ou sans traitement anti-inflammatoire. Donc c'est la principale forme, c'est ce qu'on voit le plus souvent en consultation. Et la forme chronique est beaucoup plus rare, mais elle peut survenir dans une étude, ça a été décrit dans 25% des cas. Donc dans cette forme chronique, les douleurs vont persister plusieurs semaines, voire plusieurs mois, vont résister au traitement anti-inflammatoire habituel qu'on aurait donné dans la forme aiguë. Et là, effectivement, on discute de traitements plus spécifiques au cas par cas. Est-ce qu'on peut guérir d'une chondrocalcinose ? Est-ce qu'on peut les enlever, ces petits cristaux ? Alors malheureusement, il n'y a pas de traitement pour prévenir parce que le pyrophosphate est physiologique, on en a dans le corps, le calcium est physiologique, on en a dans le corps, on en a besoin notamment pour les articulations, pour les os. Donc on n'a pas encore très bien compris pourquoi il y avait une dysrégulation et cette formation anormale de cristaux et de dépôts dans les articulations, mais on n'a pas de moyen pour l'instant d'empêcher leur formation parce qu'on en a aussi besoin par ailleurs pour d'autres tissus. Et une fois que c'est formé, on peut guérir de ça ? Alors, la rhumatisme à pyrophosphate de calcium, la forme aiguë, la fréquence des crises, c'est très aléatoire. Donc, ça peut être une crise unique dans sa vie et aucune récidive. Et dans ce cas-là, effectivement, il n'y a aucune mesure à mettre en place. Après, il y a des patients qui peuvent avoir des récurrences, donc plusieurs crises qui se suivent, une fois par an, une fois tous les 6 mois, une fois tous les 2 mois. Et là, dans ce cas-là, on peut discuter d'un traitement anti-inflammatoire plus ou moins prolongé. Mais effectivement, on ne peut pas la guérir. Donc, comme la majorité des cas, c'est des crises très sporadiques et transitoires, finalement, ça ne pose pas de problème au quotidien ou sur le long terme. Est-ce que, vous, en tant que rhumatologue, vous pouvez dire que c'est une maladie qui est souvent sous-estimée ? Probablement que oui, car parfois les crises disparaissent même en quelques jours, donc avant même qu'une consultation médicale ait pu être réalisée. Donc c'est parfois difficile de confirmer le tableau clinique. Et puis parfois, on ne peut pas forcément l'affirmer puisque le diagnostic formel se fait sur la présence de cristaux dans le liquide articulaire qui aurait pu être ponctionné. Et puis parfois, c'est sur des petites articulations qui ne sont pas toujours accessibles à une ponction, où on arrive un petit peu après la bataille et puis la crise est déjà un petit peu passée et puis on n'a plus forcément de liquide à ponctionner. Donc parfois, c'est difficile à confirmer formellement que c'est bien une crise. Et dans le cas de la version asymptomatique, donc si j'ai bien compris, il y a beaucoup de personnes qui ont des cristaux mais qui ne sont pas visibles, qui n'ont pas de symptômes. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Alors c'est vrai que le terme de chondrocalcinose est plutôt réservé à la présence de cristaux de calcium visibles sur des examens de radiologie qu'on aurait fait pour d'autres raisons médicales. Et c'est un diagnostic très descriptif. Donc c'est la grande majorité des cas. Et pourquoi ces patients ne feront jamais de crise ? Honnêtement, on n'a pas la réponse.
Quel rôle joue le métabolisme du calcium et du phosphate dans l'apparition de la chondrocalcinose? Alors, les cellules cartilagineuses vont, elles, fabriquer du pyrophosphate. Donc, c'est une association de deux molécules de phosphate qui vont en sécréter probablement trop et qui vont se lier à du calcium présent de manière physiologique dans les articulations. Et différents paramètres vont faire que ces cristaux vont se créer et se déposer, s'accumuler au niveau de l'articulation. Puis donc il y a un lien avec le calcium et le phosphate, mais vous avez dit qu'il n'y a pas de lien avec l'alimentation. Donc manger plus de calcium n'amène pas plus de cristaux. Non, il n'y a pas de lien avec l'alimentation, donc pas d'inquiétude avec la supplémentation en calcium, en vitamine D qu'on peut aussi avoir pour d'autres raisons médicales, et pas de lien avec l'alimentation riche en produits laitiers. Donc du calcium, on en a de manière physiologique. Donc le calcium, s'il y en a trop ou en excès, le rein va de toute façon éliminer ce dont on n'a pas besoin. Donc finalement, c'est le calcium qui est déjà disponible qui va se lier à ce pyrophosphate de calcium et faire cette réaction sous forme de cristaux. Pourquoi est-ce que la maladie, elle survient plus souvent avec l'âge ? Alors, probablement que l'augmentation avec l'âge se fait à cause de l'accumulation progressive des cristaux, parce qu'une fois qu'ils sont formés, à ma connaissance, je ne crois pas qu'il y ait de moyens pour qu'ils se détruisent ou qu'ils disparaissent spontanément. Donc, ils vont s'accumuler, donc plus de risques de réagir contre eux. Et puis, l'usure du cartilage va aussi favoriser finalement la production de cristaux. La chondrocalcinose et l'arthrose, elles peuvent survenir ensemble. Quel lien il y a entre ces deux maladies ? Est-ce que c'est l'une qui cause l'autre ou C'est une très bonne question. On n'a toujours pas résolu le débat. Donc effectivement, il y a un lien entre chondrocalcinose et arthrose. On n'a pas encore la réponse de savoir qui est responsable de l'autre. Donc en fait, on voit que les patients qui ont de l'arthrose ont plus facilement de dépôts de cristaux de calcium à la radiographie. Et inversement, on voit que les gens qui font des crises de rhumatisme à pyrophosphate de calcium ont aussi de l'arthrose associée. Donc probablement que l'usure du cartilage qui est à l'origine de l'arthrose participe avec une augmentation de la production de pyrophosphate à l'accumulation de cristaux. Et quand la chondrocalcinose, elle apparaît chez des personnes plus jeunes, donc qui n'ont pas eu le temps d'avoir toute cette accumulation, disons, est-ce qu'il faut rechercher une autre maladie ou une autre raison ? Oui, il faut justement, avant 60 ans, se poser la question de savoir s'il n'y a pas une maladie associée qui pourrait favoriser ces cristaux. Il y a notamment quelques maladies comme l'hyperparathyroïdie primaire qui va, elle, être responsable d'une hypercalcémie, d'une modification de l'équilibre phosphocalcique. Il y a l'hypomagnésémie qui peut être liée à des maladies rénales ou à des maladies digestives avec des pertes de magnésium qui va pouvoir aussi favoriser en perturbant l'équilibre phosphocalcique, ou l'hémochromatose qui est une maladie responsable d'une augmentation du fer. Donc c'est vraiment les quelques maladies à rechercher avant 60 ans. Comment est-ce qu'on pose le diagnostic pour cette maladie ? À quoi vous, les rhumatologues, vous faites particulièrement attention ? Alors pour poser le diagnostic de rhumatisme à pyrophosphate de calcium, donc qui est vraiment la forme symptomatique de la maladie, le diagnostic formel va reposer sur la mise en évidence de cristaux de pyrophosphate de calcium dans le liquide articulaire. Donc on va faire idéalement une ponction articulaire, retirer ce liquide pour pouvoir l'analyser au microscope. Et là, on va retrouver ces fameux cristaux dont on a parlé juste avant, et ça nous confirme que c'est bien une réaction au pyrophosphate de calcium. Donc si une ponction articulaire n'est pas possible, on se base sur les arguments à disposition, donc le tableau clinique, comment est survenue la crise, depuis combien de temps, dans quel contexte, s'il y a d'autres symptômes qui vont plutôt nous faire orienter vers d'autres maladies inflammatoires, donc être sûr qu'il n'y ait pas d'explication pour autre chose. On va aussi regarder les anomalies biologiques avec une prise de sang, voir s'il y a un syndrome inflammatoire. Rechercher éventuellement ces fameuses autres maladies associées qui pourraient favoriser ces maladies. Et puis les radiologies, voir si justement il n'y a pas déjà des dépôts de chondrocalcinose qui favoriseraient ces crises. Et les symptômes, alors, ils se manifestent comment ? Alors souvent, c'est des douleurs qui apparaissent en quelques heures. Ça va être des douleurs qui vont pouvoir être insomniantes, donc réveiller la nuit, être maximaux le matin.
et s'accompagner d'une tuméfaction. Donc l'articulation va être douloureuse, gonflée, difficile à mobiliser et en fonction de l'articulation touchée, si c'est la main, le genou, il va y avoir un impact sur les activités de la vie quotidienne. Comment est-ce qu'on la traite, la forme active de la chondrocalcinose ? Alors la forme active, la poussée aiguë, se traite souvent par traitement anti-inflammatoire. Donc ils sont pas standardisés, ça va dépendre des autres maladies ou traitements du patient. Donc ça reste une prise en charge individualisée. Ça peut être des anti-inflammatoires non stéroïdiens, ça peut être des corticoïdes ou encore la colchicine qu'on utilise également dans la crise de goutte. Donc la durée de traitement est habituellement de quelques jours selon la réponse des symptômes. Est-ce qu'il y a un traitement de fond, un traitement qui permet de limiter aussi la production de ces cristaux ? On n'a pas de traitement de fond. Vu que les crises peuvent être très sporadiques et être très occasionnelles, ça ne vaut pas le coup de mettre un traitement au long cours s'il n'y a qu'une crise qui survient tous les 6 mois. Et puis, par contre, chez les patients qui ont des crises fréquentes, là on peut maintenir une petite dose d'anti-inflammatoire, donc préférentiellement une petite dose de colchicine au long cours pour justement limiter le départ ou la survenue de crises trop fréquentes. Quels conseils peut-on donner aux personnes qui vivent avec cette maladie ? Est-ce que par exemple une activité physique, c'est quelque chose qui est particulièrement recommandé dans le cas de cette maladie ? Comme pour d'autres maladies rhumatismales peut-être ? Alors l'activité physique est toujours recommandée et on la recommande au quotidien pour de multiples raisons. Il n'y a pas d'impact majeur avec le rhumatisme à pyrophosphate de calcium. Les crises sont de courte durée, elles sont très douloureuses, donc c'est parfois difficile de se mobiliser en aigu. Mais après, ça va être important justement pour récupérer la force, la mobilité et peut-être aussi pallier aux douleurs qu'il peut y avoir avec l'arthrose, qui peut aussi s'associer dans ce tableau clinique. Et l'alimentation, est-ce qu'il faut prêter attention à certaines choses ? Est-ce qu'il y a des aliments à éviter ? Il n'y a pas de facteur alimentaire qui a été mis en évidence, donc il n'y a pas vraiment de recommandation pour éviter ou recommander un type d'aliment. Il y a la supplémentation en magnésium qui a été discutée dans certaines études, puisqu'on voit que la perte de magnésium peut être à l'origine de cette maladie. Donc, de rajouter du magnésium pourrait limiter la formation de cristaux et peut parfois être recommandé. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour de manière un peu générale se protéger les articulations ? Concernant le rhumatisme à pyrophosphate de calcium, il n'y a pas de mesures préventives spécifiques à cette maladie. On recommande toutefois une bonne alimentation équilibrée, une activité physique régulière pour avoir une bonne autonomie, réduire au maximum l'impact que pourrait avoir une crise douloureuse. Et pour terminer ce podcast, quel message est-ce que vous aimeriez passer aux personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui jusqu'à maintenant ? Alors, même si les symptômes peuvent être très impressionnants, il s'agit d'une maladie malgré tout non grave, avec une évolution rapidement favorable en quelques jours avec les traitements anti-inflammatoires. En cas de crise fréquente, il faut rechercher une maladie sous-jacente qui pourrait favoriser le rhumatisme à pyrophosphate de calcium et nécessiter une prise en charge spécifique ou discuter d'un traitement plus adapté. Enfin, de nombreux travaux scientifiques sont actuellement en cours justement pour préciser l'origine de cette maladie, essayer de mieux la comprendre et j'espère développer de futurs traitements plus spécifiques afin d'améliorer la prise en charge de cette maladie. Super, merci beaucoup Eva d'avoir pris le temps aujourd'hui de nous expliquer tout ça. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés pour ce 19e épisode de notre série « Le rhumatisme et moi ». Nous vous retrouvons dans un mois pour parler de l'ostéoporose et de la ménopause. D'ici là, vous pouvez retrouver les autres épisodes sur le site de la Ligue suisse contre le rhumatisme, ainsi qu'une brochure gratuite sur la goutte et la pseudo-goutte, mais aussi des conseils nutritionnels gratuits ou encore des vidéos d'exercices physiques. Partagez cet épisode, abonnez-vous, laissez-nous un commentaire ou quelques étoiles. Tout cela nous aide à rendre le podcast plus visible auprès d'autres personnes touchées par les rhumatismes.